Merci pour l'accueil. Donc, c'est toujours un plaisir d'interagir avec des pédiatres. L'interne, c'est quand même la pédiatrie de l'adulte, donc il y a des points de convergence. Euh, donc, je vais parler de deux choses. Je vais parler des anémies hémolytiques auto-immunes réfractaires, et puis je vais dire un mot des anémies hémolytiques à Coombs négatif, mythe ou réalité. Ça, c'est le PNDS que j'ai envoyé à Nathalie en version électronique, mise à jour pour l'adulte. Alors, je sais pas, la HAS traîne un peu pour le mettre sur son site, mais j'ai relancé. Et puis, sachez qu'il y a des guidelines en cours d'élaboration à l'échelon européen. On va en discuter la semaine prochaine à l'EHA à Madrid. Alors, je crois que comme participant pour la pédiatrie, j'ai plus les noms en tête. Je sais qu'il y a un ou deux Britanniques, mais je sais pas si vous avez été sollicité. Bon, après, c'est un peu les guidelines comme ça, c'est assez fastidieux parce qu'il y a 12 000 tours de panel et autres, avec parfois des discussions et des questions qui sont, je vais rester poli, de l'ordre de la micro-question. Euh, donc, il y a deux situations, globalement, où on est ennuyé, et vous aussi, dans l'HAI. Donc, je vais faire un focus sur les HAI anticorps chauds, parce que la maladie avec le froide, c'est pas une maladie pédiatrique. Des formes anticorps froids, post-infectieuses parfois. Donc, il y a les patients qui sont en réanimation, qui vont pas bien, et il faut aller vite et frapper fort, et on a tous, enfin, vous aussi, nous, on est sollicités, je dirais, une fois à deux par mois, pour des patients, 5 problèmes d'hexagone, qui ont 4 grammes d'hémoglobine et qui sont transfusés tous les jours et qui ont parfois 22 ans. C'est toujours un peu stressant. Donc, nous, on avait repris une série, une soixantaine de patients avec le Sérécaille, donc des patients admis spécifiquement en réanimation pour l'item HAI grave et pas parce que j'ai un lymphome, que j'ai fait une infection opportuniste, etc. Et bon, on avait essayé de voir un petit peu le pronostic à court et moyen terme, et puis aussi de voir par rapport à des patients appareillés sur l'âge et le sexe dans les mêmes centres, à la même période, qui ne sont pas passés en réanimation, s'il y avait, on pouvait dégager des facteurs prédictifs ou associés à la sévérité. Alors pour le pronostic, bon, on était à 13% de mortalité immédiate en réanimation, ce qui est moins que ce qui avait été publié par une équipe de Saint-Louis, 30%. Mais eux, ils avaient un mix avec beaucoup de formes secondaires, et les causes d'admission en réanimation n'étaient pas forcément la HAI. Et 13% pour des chiffres de réanimation, ça reste quand même, on est dans la valeur haute des taux de décès en réanimation hors Covid. À noter qu'il y a eu 3 cas j'y reviendrai, embolie pulmonaire massive. À 1 an, là, on a été plus surpris. Chez cette même population, quand on les reprend 1 an, il y en a 30% qui sont décédés. Donc, ce qui montre que quand on commence en soins intensifs, le parcours s'annonce assez chaotique. Et alors, parmi ceux qui sont décédés, il y avait des formes secondaires, mais pas que. Une fois n'est pas coutume en médecine, l'âge n'est pas un facteur associé à la sévérité et au passage en réanimation. C'est un peu notre expérience, hein. On n'est pas sollicité spécialement pour des patients de 80 ans, contrairement au PTI. Les ventes, il y avait une tendance, mais je pense que les effectifs étaient trop petits pour une plus grande gravité de la HAI. Primaire, secondaire, ça sort pas. L'index de régénération réticulocytaire sortait pas parce que je pense qu'il était écrasé par le taux d'hémoglobine. Et effectivement, les patients qui sont, plus vous avez une hémoglobine basse, plus vous avez une propension à aller en soins intensifs. Et en revanche, de façon surprenante aussi, le taux de LDH ne sortait pas, mais la bilirubine libre sortait comme étant corrélée à la gravité, alors qu'on aurait pu penser que c'était plus la part intravasculaire de l'hémolyse qui était source de gravité. Et pour la typologie, la spécificité du PDA, du coup, que ce soit IgG ou IgG plus C3, ça ne faisait pas de différence. Euh, Pour ces patients, donc, au-delà du support tensionnel, au-delà des corticoïdes, du rituximab précoce, etc., euh, bien sûr, on discute souvent les IgIV oui, non, les échanges plasmatiques oui, non, par analogie avec ce qu'on fait dans d'autres maladies auto-immunes médiées par les auto-anticorps graves. Alors, les IgIV ont visé sur une publication qui datait en fait, il y a 30, ouais, un peu plus de 30 ans, par Flores et collaborateurs,
qui était un mixte de séries observationnelles pédiatriques, adultes, et puis après avec une petite revue de la littérature satellite. Et donc on citait toujours cette étude, bah, parce qu'il n'y en avait pas vraiment d'autres, en disant que ça marchait moyen, ça marchait à peu près dans 35% des cas. Et les facteurs prédictifs à l'époque, ils avaient retrouvé associés, c'était une hépatomégalie. On ne voyait pas trop ce que ça venait faire. Il n'y avait pas vraiment de marqueur prédictif. Nous, on a refait là aussi un appel à observation. On a colligé, mais pas énormément, hein, parce que en fait, c'est pas une habitude, en tout cas, dans d'autres pays. Nous, en tout cas, chez l'adulte, c'est rare qu'on fasse appel aux IGIV, surtout que ça peut promouvoir aussi la thrombose. Toujours est-il qu'on avait 34 observations, deux tiers de forme anticorps chauds. Bon, vous voyez que c'est des patients sévères, hein. 6 grammes d'hémoglobine, le nadir à 4,4. Et la raison pour recourir aux IGIV déclarés par le clinicien, c'était la sévérité de la HAI et ou la dépendance transfusionnelle, ce qui se recoupe, et ou à moins de degrés, le père cortico-réfractaire, ce qui se recoupe aussi. Et puis, pour un tiers des cas, quand même, il y a des centres qui ont mis des IGIV d'emblée parce qu'il y avait des prodromes infectieux ou un trigger viral authentifié. Bon, les doses, c'était essentiellement 2 grammes kilo sur 2 jours, hein, par analogie au PTI. Et en gros, pour la faire courte, on a mis des critères de réponse assez stricts, hein. On a mis J7, ça même pas une primaire. Si les patients avaient été transfusés entre le J0 et J7, même s'ils avaient 4 points de plus d'hémoglobine, on ne pouvait pas les considérer comme répondeurs aux IGV. Si j'avais du Ritux 15 jours avant non plus. Enfin bon, après, il y a quand même des biais, hein. C'est rétrospectif, il y a des traitements concomitants. Vous voyez, bah, bien sûr, la majorité sous corticoïdes. Près d'un patient sur deux avait reçu des transfusions dans les 2 semaines, suivant les biais, je ne vais pas les interpréter. Mais si on essaie de limiter les biais, on était à 32% de réponses probantes à J7, ce qui corrobore en fait les données d'il y a 30 ans, 35 ans. Mais du fait des effectifs, on n'a pas pu non plus là trouver un marqueur euh, prédictif de réponse, si ce n'est le délai court entre le diagnostic et la HAI, qui est peut-être confondu avec certaines causes post-infectieuses. On aurait pu penser que si on a un plus avec des compléments qui est fixé, ça pouvait marcher mieux parce qu'il y a un effet un peu inhibiteur du complément des IgG, etc. Mais bon, on l'a pas trouvé. En termes de safety, en revanche, on peut rassurer qu'il y a eu un seul cas de thrombose. J'ai l'impression qu'il avait fait un Covid récent. Bon. Donc globalement, ça a l'air assez safe. Mais ça marche que dans ça rend service que chez un tiers des patients et on a du mal à savoir chez lesquels. Euh, donc ça renforce le message que un, ça n'a pas la même et que deux, il faut y recourir que dans des situations un peu critiques. Les échanges plasmatiques, c'est pareil, il y a des petites séries contradictoires. Les Clermontois internistes avaient fait il y a 20 ans une petite étude pilote sur une dizaine de patients. Ils avaient trouvé qu'il n'y avait aucun effet épargneur de transfusion ou améliorant le rendement de la transfusion. Ça, c'est une série des Italiens, donc Fatizzo et Barcellini, là, qui sont très productifs dans le domaine. Là, ils avaient rapporté 13 patients vraiment très graves avec des API. Bon, voilà, c'est descriptif, hein, mais ça mérite d'exister. Vous voyez, les flèches, c'est les échanges plasmatiques. Chaque flèche, une séance. Quand il y a une barre là, c'est-à-dire que le patient est décédé. Bon, globalement, il y a eu 50% de décès dans cette série. 60% de thrombose, bon, des EP massives. Et en gros, vous voyez qu'il y a quand même des patients, on a l'impression que les échanges ont un effet immédiat à court terme, parce qu'on attend des échanges. Et après, les traitements qu'on met, comme le patient en bas à gauche, font leur boulot. Ici aussi, on a quand même l'impression que les échanges entraînent une amélioration immédiate, non durable. Voilà, mais là aussi, c'est difficile de trancher. Donc, nous, les échanges, quand on nous sollicite, oui, si le patient a 4 grammes d'hémoglobine, il est dépendant des comprimés quotidiennes. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. On peut en discuter chez le patient pédiatre, ça vous arrive de proposer des échanges. Le message, c'est que si on fait des échanges, il faut éviter de substituer avec du PFC, parce que c'est susceptible d'activer le complément et on supplémente on compense par de l'albumine. Voilà ce qu'on pouvait dire ça sur les traitements de rescue
hors transfusion, hors corticoïdes. Et ça fait lien avec le fait qu'il faut quand même pas, bien sûr, négliger le traitement symptomatique, en tout cas chez l'adulte, on y veille de près, parce que c'est des facteurs qui impactent la mortalité à court terme et notamment le risque de thrombose. Donc, tous les patients en phase d'hémolyse active hospitalisés, mais en réanimation, vont avoir une prophylaxie de la thrombose, même s'ils descendent à la cachette pendant un croissant. S'ils sont obèses avec des anticorps de thrombose, alité, on fait parfois de la double dose, voire de la dose hypocoagulante, transitoirement par analogie à ce qu'on a fait avec le Covid de l'adulte, quand il cumulait des facteurs de risque de thrombose, mais c'est pas validé, c'est pas consensuel. C'est plutôt un peu au cas par cas empirique et actuellement, il y a un PHRC régional, coordonné par Sylvain Andiel, qui était le PH de Dijon, qui a l'intérêt de mettre de l'apixaban, des liquis, dans les jours et les semaines qui suivent une poussée d'hémolyse. On aura les résultats dans 2 ans. Les autres mesures symptomatiques, je regrette de ne pas pouvoir avoir le propos sur la transfusion. Mais bien sûr, il ne faut pas, contrairement au PTI, négliger et retarder le recours à la transfusion chez les patients qui ont une faillite cinétique d'aggravation rapide et ou les patients qui ont, qui flirtent avec les 8 grammes et en dessous, qui sont vieux, comorbides, faute de quoi on peut avoir de mauvaises surprises en termes de syndrome coronarien, notamment des compensations cardiaques. Et bien sûr, il faut communiquer avec les référents de l'EFS, qui nous fournissent avec des concentrés érythrocytaires les moins incompatibles possibles avec le profil des auto-anticorps du patient, qui sont souvent polyspécifiques dans les anticorps chauds. Donc, c'est parfois compliqué de faire un matching optimal. Bien sûr, le problème est moins important chez un patient vierge de toute transfusion, surtout si c'est un homme. Dans ce cas-là, on fait du ABO réduit compatible, on ne se pose pas trop de questions en première intention. On peut faire appel aux adrénalogues, aux agents stimulant l'érythropoïèse. Là aussi, il commence à y avoir des données des rétrospectives, mais aussi prospectives actuellement. Chez les patients qui ont une réticulocytose qui n'est pas adaptée au degré de l'hémolyse et à la profondeur de l'anémie, on peut calculer ça avec un index qui s'appelle le BNRI assez simplement. Mais intuitivement, c'est un patient à 4 grammes d'hémoglobine, il a 150 gigas de rétic, on dit, ah ouais, super, c'est comme dans les livres, c'est régénératif. En fait, il devrait avoir 300 gigas de rétic. Ça veut dire que le robinet rétique ne coule pas à fond et vous pouvez accélérer le flux avec de l'EPO, que ce soit du bimétrique, de la RMS, ce que vous voulez, à des doses qui sont intermédiaires entre les doses de donation rénale chronique et les doses du myélodysplasique. Et force est de constater que ça permet de gagner parfois 1 ou 2 points d'hémoglobine dans les 5 à 10 jours et d'avoir un peu d'épargne transfusionnelle. Et ça semble pas, dans notre expérience, mais dans celle des autres, augmenter le risque de thrombose. Et puis, nous, on insiste aussi, alors ça, c'est pas sur le court terme, c'est sur le moyen terme. Nous, les patients qui ont du rituximab et des corticoïdes, en PTI, on ne le fait pas parce que les corticoïdes, ils n'en ont pas beaucoup, mais dans la CHI, apparemment, ils ont moins de 3 mois de corticoïdes. On met du Bactrim parce qu'on a vu un certain nombre de pneumocystoses. Favorisé par le rituximab. Alors, on pourrait dire oui, le rituximab, c'est un lymphocyte B, c'est quoi le rapport? Bon, il y a quelques sous-populations T qui expriment faiblement le CD20 et puis c'est pratique, c'est la vie réelle, on l'a vu, donc on n'aurait pas forcément beaucoup de corticoïdes. Ça, c'est le PNBS de l'adulte, donc je vais pas tout repasser en revue, hein, il n'y a pas de scoop. Hein. Donc, première ligne des corticoïdes, donc 1 mg kilo jour d'équivalent prénisone. Si au bout de 5 jours, le patient ne répond pas, on peut monter jusqu'à 100 mg, mais après, les histoires de chapelle, il faut faire 2, il faut faire machin, c'est que de la tradition orale, il n'y a pas de niveau de preuve. On ne sait pas pour l'instant si la dexaméthasone fait mieux, mais c'est pas exclu, par analogie avec le PPI, que la dexaméthasone marche plus vite et plus souvent. Il faudra après faire l'étude randomisée. Si le patient il répond vite et bien à la corticothérapie, on commence à décroître à partir de la 2e, voire de la 3e semaine, et on fait une décroissance, nous, de l'ordre, c'est pas le même poids, de 10 mg en moins tous les 10 jours, et l'idée, c'est de sevrer le patient en 3 mois. Donc là aussi, il y a un biologue, des anciens maîtres de l'hématologie qui disaient, il faut pas arrêter, il faut traiter 2, 3 ans, etc. Là, on est vraiment dans une dynamique, dans maladie systémique auto-immune de l'adulte, à faire l'épargne cortisonique vraiment plus. Et force est de constater que si un patient guérit les corticoïdes, il va guérir en 3 mois, il n'a pas besoin de guérir en 3 ans. Ça, c'est le cas d'un tiers de patients. En revanche, il y en a 2 tiers qui vont être corticodépendants et on va dire 15% qui sont corticorésistants. Pour cela, clairement, le rituximab, on n'a pas la même, très facilement, c'est la 2e ligne des poids.
qu'on prescrit éventuellement en première ligne chez des patients très comorbides chez lesquels les corticoïdes peuvent être notoirement néfastes. En vert, j'ai mis les taux de réponse initiaux à ces stratégies. Donc, les corticoïdes, il y a à peu près 80% des patients qui répondent. Quand ils sont corticodépendants au fait du rétux, il y a 75% des patients qui répondent. Les résultats testés par des essais prospectifs randomisés. Et il y en a à peu près 20-25% parmi les répondeurs qui vont rechuter. Donc, ça fait 25% de réfractaires primaires au rétux, plus 20-25% qui vont rechuter. Ça fait quand même pas beaucoup de patients qui ont besoin d'une troisième ligne. En sachant que les patients qui recrutent, moi, un patient qui a été en rémission sur Ritus pendant 2 ans, je refais du Ritus, je passe pas les 3 derniers. S'il recrute dans les 12 à 18 mois, j'ai tendance à passer à autre chose. Parce que je vais pas faire mieux la deuxième fois. Donc la troisième ligne, la sphélectomie, elle a bougé plutôt en quatrième ligne désormais. On fait un immunosuppresseur. Là, c'est vraiment sur les avis prescripteurs, les différentes écoles, les croyances. L'azathioprine, en rapport bénéfice, risque et coût, c'est plus favorable, mais il agit lentement. Si on veut aller plus vite, souvent on fait de la cyclosporine ou du sirolimus. Et s'il y a une meuf un peu lupus ou autre maladie auto-immune, on peut faire du mycophénolate mofétil. Si le patient a échoué ou n'a pas toléré un immunosuppresseur, on peut discuter de switcher pour un autre et envisager la splénectomie, qui elle-même confère à peu près 60 % de réponse durable. Mais on a moins de données, on n'a pas des grosses séries comme dans le PTI. Et on peut se retrouver avec des patients qui, soit de façon rapide, chez ceux qui sont en réanimation, on peut arriver assez vite à la troisième, quatrième ligne, soit au fil du temps, ont échoué à 4 lignes thérapeutiques et on peut considérer que les appeler, les qualifier de multiréfractaires, ou s'ils sont dépendants à un niveau de corticoïde qui est notoirement trop élevé. Et donc, pour ces patients, donc là, on a redistribué les cas de réponse qu'on attendait pour les essais cliniques. Certains avaient déjà été repris dans la littérature, mais on les a un peu affinés dans les HAI, notamment en qualifiant en définissant mieux une HAI corticodépendante, qui a la nécessité de maintenir au long cours un seuil de prednisone à plus de 0,1 mg kg jour d'équivalent pour maintenir au moins une rémission partielle. Une rémission partielle, j'ai plus de 10 grammes d'hémoglobine avec une hémolyse partiellement compensée. Voilà. Après, il y a les réponses complètes. Donc ça, c'est les réponses sous traitement initial. Et rémission, c'est quand vous avez plus de traitement ou un traitement qui est en dessous du seuil du corticodépendance. Les immunosuppresseurs, donc s'il y a des études de faible ampleur, j'ai pas rajouté là les inhibiteurs de mTOR, j'aurais pu, que vous utilisez peut-être plus, vous, avec notamment les déficits immunitaires. Bon, voilà, c'est des petites séries. On tourne aux alentours de 50% des efficacités des immunosuppresseurs. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le MMF, ça coûte quand même 5 à 10 fois plus cher que l'azathioprine. Pourquoi faire ça? S'il n'y a pas de lupus, la cyclosporine, ça agit quand même un peu plus rapidement que l'azathioprine dans notre expérience. Et le problème principal de la spléectomie, outre l'inconstance de son efficacité, c'est surtout le risque qu'elle va rajouter euh, sur risque de manifestation thromboembolique à court, moyen et long terme. J'aime pas trop. Donc, pour ces formes multiréfractaires, nous, on avait testé la stratégie bortezomib, donc Velcade et dexaméthasone. Le bortezomib, étant, comme vous le savez, une drogue largement encore utilisée dans le myélome et qui a un effet toxique avéré pour les plasmocytes. L'idée étant que les patients qui échappent ou qui répondent pas aux études sont un peu paranoïés avec le PPI et grâce aux études de Mathieu Maëvat, on analyse leur VAP. En post-étude, ces échecs de l'étude, on voit que les populations plasmocytaires autoréactives à longue durée de vie n'ont pas du tout été impactées de fait par rituximab. Et donc, en faisant un schéma type myélome, bortezomib dexa une fois par semaine, sur 8 patients, là, on fait une publication qui était vraiment sévère, hein. Qui étaient tous passés en réa. Et moi, j'avais un patient qui avait reçu 130 kilos en l'espace de 2 mois de réanimation à 24 ans, etc. Qui avait été stéatomisé après qu'il était en réa. Vous voyez que il y en a 6 sur 8 qui ont vraiment répondu de façon probante. Généralement, il faut attendre le deuxième cycle, donc c'est pas immédiat. Il y a un patient qui est décédé peu de temps après, mais lui, il avait fait 3 mois de réa. Il avait 75 ans, il est mort de l'énième
pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. On a même fait du daratumumab en pré-mortem. Et un autre qui a répondu de façon un peu plus poussive. Ça, c'était l'expérience préliminaire. On a actualisé plus récemment les données qui vont être présentées au congrès de médecine interne de Toulouse dans 15 jours. Donc 13 patients. Vous voyez que c'est pas énorme, hein. Donc il y a des formes primaires ou des formes secondaires. On ne fait pas ça précocement, hein. C'est souvent déjà évolués et qui sont déjà passés par médiane 5 traitements, euh, 5 lignes thérapeutiques préalables, jusqu'à 9 pour un patient. Tous étaient en échec du Ritux, 9 étaient en échec de splénectomie, le nombre médian de complètes restait reçu avant le bortezomib d'Exa, c'était 44. On peut dire que voilà, c'est vraiment des patients lourds. Bien sûr, il y a des traitements concomitants qui perturbent l'analyse, mais en gros, on est à peu près, à- là, c'est toujours comment dirais-je, une vision un peu optimiste de la chose, hein, mais quand on vous dit qu'il y en a 12 sur 13 qui répondent, ça paraît idyllique. Mais en tout cas, voilà, la tendance, c'est vraiment que c'est une combinaison qui a l'air très efficace. Il y a un patient qui vraiment n'a pas répondu. Les autres, même s'il y a quelques facteurs confondants, en ont tiré un bénéfice. Et chez certains, après, quand ils répondent au bout de 2, 3 cycles, on essaye d'espacer, on fait un peu à la carte avec de l'entretien. Il y a 3 patients qui ont rechuté, hein, donc les réponses sont pas forcément durables. Euh, en termes de safety, c'est quand même pas totalement neutre, hein. Surtout, il y a une neurotoxicité du bortezomib, des inhibiteurs du protéasome, et parfois limitative. Et il y a eu des infections, il y a eu des pneumopathies. Euh, Bortezomib plus Alexa peut rajouter l'immunodépression chez des patients qui ont déjà reçu 5 lignes thérapeutiques préalables, qui sont déjà lourdement immunodéprimés. Donc, il faut vraiment estimer le rapport bénéfice-risque. Le bortezomib, ça peut aussi donner des thrombopénies, hein, qui sont d'un mécanisme plutôt central. Et il y a eu 3 décès, donc 3 décès sur 13, ce qui montre bien il s'agit d'une sous-population de patients particulièrement graves. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose pour les multiréfractaires? Donc, comme le montre ce schéma, là, en publication d'Étienne Crix, là, qui a été MCU chez nous, donc on a déjà dit, et vous le savez, que le CD20 n'est pas exprimé chez le stade de plasmablast et le plasmocyte, et qu'en revanche, les plasmablasts et les plasmocytes expriment le CD19 fortement, qui est également exprimé au stade pro B, au début de la maturation et de la différenciation de la lignée B, mais pas sur les cellules naïves et pas sur les B mémoires, sur une partie des B mémoires. Et donc ça, encore une fois, on sert les expériences de nos collègues hémato-onco, pour lesquels il y a énormément d'investissements de la part des industries pharmaceutiques, avec des vraies révolutions thérapeutiques qu'on ne compte plus depuis 20 ans. Et nous, après, enfin, nous au sens large, hein, maladie auto-immune bug, on essaie d'extrapoler ça et de tirer profit de ces avancées thérapeutiques. Donc là, le daratumumab, c'est un anticorps monoclonal, CD38. Pardon, j'ai parlé du CD19, là, j'ai appelé, c'est bien le CD38 dont je voulais vous parler, hein. Le CD19, lui, est exprimé tout au long de la différenciation, au stade plasmablast. Donc, le DARA, il est utilisé quotidiennement dans des régimes combinés ou en monothérapie dans le myélome. Et donc, ça, c'est une publication à laquelle on a participé, qui est une étude d'observation, une série observationnelle européenne, 19 patients adultes avec une HAI réfractaire, parmi lesquels 12 anticorps chauds qui ont été exposés au daratumumab. Donc ça, c'est le profil. Non, on ne voit pas très bien, mais je pourrais le mettre, mais bon, j'ai surligné les lignes thérapeutiques précédentes. Alors oui, il y a 2, 3 patients qui étaient juste en troisième ligne. Donc quand vous avez reçu juste des corticoïdes et du Ritux, vous n'êtes pas en situation d'HAI multiréfractaire, mais parallèlement, il y en a qui ont reçu 5, 6 lignes. Et puis vous voyez le patient numéro 10, par exemple, il a reçu 30 cycles concentrés érythrocytaires dans le mois précédent d'aratumumab. Ça fait plus d'1 kilo par jour.
on sent bien que ça allait pas trop bien. Il y avait des formes secondaires, il y avait des évances, il y avait de lupus. Et en gros, voilà le résultat pour les HAI anticorps chauds. Il y a la moitié des patients qui répondent au daratumumab. Les messages, c'est que ça répond assez vite, puisqu'il faut 4 semaines pour une réponse complète. Et parfois, dès la deuxième semaine, vous voyez une ascension significative avec des patients qui ont plus de 2 points d'hémoglobine de gain et qui passent au-dessus du cap des 10 grammes. Ça, c'est aussi notre expérience. Donc, ça va assez vite quand ça fonctionne. En revanche, tous les patients, bien sûr, ne répondent pas. Donc, c'est en l'occurrence, un patient sur deux n'a pas répondu. Et dans les études préliminaires en PTI, c'est qui est conduit en Norvège, on n'a que 2 patients. C'est une étude multinationale, internationale. On est plutôt à 30% de réponse dans le PTI. Donc, c'est, le daratumumab ne va pas être le Graal du traitement de cytopénie auto-immune réfractaire. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en disant si c'est pas les B, c'est les plasmocytes, et 1 + 1 = 2, en fait, bon, c'est toujours plus compliqué, hein. Il y a aussi les lymphocytes T, il y a d'autres mécanismes, il y a des plasmocytes qui internalisent le CD38 qu'on n'arrive pas à capter. La safety, il y a eu deux réactions immédiates, mais tout à fait gérables. Un Covid assez sévère, une varicelle, des neutropénies. Donc, faut quand même, voilà, daratumumab, c'est pareil, hein, c'est des traitements, les patients viennent, ils ont une sous-cut, même le Velcade, on peut le faire à la maison. Donc, on a tendance à le banaliser, mais le daratumumab, vous avez systématiquement une hypogamme secondaire, donc faut vraiment aborder les choses en termes de prophylaxie infectieuse. Euh, et ça, c'est une revue de la littérature dans le même papier récent dans Blood Reviews. Vous voyez, il y avait d'autres cas qui avaient été publiés, où on voit aussi qu'il y a des patients qui ont des réponses durables, hein. Donc, généralement, on fait 8 cycles hebdomadaires de DARA. Si ça répond pas au bout de 8 semaines, on s'arrête, on ne fera pas mieux. Si ça répond, on entretient. Et après, parfois, on passe à une semaine sur deux. On discute avec notre collègue hémato-onco et on fait de l'entretien à dose atténuée. Et si jamais ils ont vraiment des hypogammas symptomatiques, on peut être amené à les substituer en gamma-globine transitoirement. À noter que le groupe ne peut pas se négativer sous daratumumab, qui est un médicament qui est positif faussement. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour les formes réfractaires? Ben, il y a beaucoup de choses, hein. Un tableau que j'ai fait pour une revue qu'on est en train de soumettre. Euh, il y en a un protocole auquel on participe, c'est le ianalumab. Le ianalumab, c'est un anti-BAFF récepteur. Il tape pas sur les plasmocytes, hein, contrairement à ce qu'a vu par le labo au début, mais il tape sur les B, mais qui a clairement une meilleure déplétion B que le fénoleximab. Euh, pour l'instant, on n'a inclus qu'une patiente, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est aussi testé. Il y a 2 ou 3 protocoles dans le PTI. C'est un produit de Novartis, donc enfin, pour eux, c'est vraiment une phare actuellement dans les cytopénies. Il y en a d'autres qui jouent sur l'axe lymphocyte B plasmocyte. Parmi ceux qui sont avancés, voilà, la flèche est décalée. Le paraciclib, pardon, c'est un inhibiteur de PI3 kinase. Il y a un papier qui est sous presse, donc il y a un décalage d'une ligne. Le DARA, j'en ai parlé. Il y a un inhibiteur de SYK, là aussi, présenté les résultats de la phase 3 dans la chaîne la semaine prochaine à Madrid, qui est une sorte de fostamatinib équivalent. Et puis, on revoit là les inhibiteurs du FcRn avec le nipocalimab, mais aussi ils ont un programme assez avancé dans la chaîne. Euh, ah oui, alors ça, c'était pour la fin du topo. J'ai parlé des traitements d'exclus non conventionnels, des approches des HAI multiréfractaires. On échoue au moins à 4 lignes de traitement en essayant de cibler les plasmocytes. Velcade-dex, nous, pour l'instant, c'est la meilleure expérience qu'on a. Pourquoi pas le daratumumab? Et il y a d'autres anticorps anti-CD38. Il y a les anti-PD-19 aussi auxquels on croit beaucoup, puisqu'ils ciblent les mémoires réactifs, sauf que je ne fais pas les anti-CD20. Je crois que Nathalie voulait que j'aborde un peu les HAI à TOUMS /PDA négatif. Dans la littérature, leur prévalence est estimée entre 3 et 8%, sachant que c'est difficile de dire combien on a, parce qu'on n'est jamais sûr du diagnostic. Enfin, on est rarement sûr du diagnostic.
Euh, on sait que la sensibilité du test direct à l'antiglobuline est très bonne. Euh, Elle est effectivement de l'ordre de 95%. Euh, Néanmoins, cette entité existe et en théorie, elle peut exister par plusieurs raisons. Bon, pareil, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un petit peu de PGA qui n'est pas testé en routine de test. Donc, il faut demander à l'EFS de faire un test direct élargi à l'antiglobuline. Et dans un 1 ou 2% des cas, vous avez déjà eu sur IGA. L'IgM, je vous rappelle que généralement, on ne répond jamais qu'un test est positif IgM parce que de par ses propriétés physico-chimiques, quand l'anticorps est négatif IgM, il est élevé ex vivo de la paroi de l'urose, mais c'est pas très grave parce que c'est un bon activateur du complément. Donc, quand vous avez une HLI et une IgM, auto-anticorps IgM, vous avez un TDA positif avec du C3. Et il peut être négatif si l'anticorps est en faible quantité. Euh, Si c'est pas une médiation par des auto-anticorps, ce qu'on a du mal à aborder. Donc la sensibilité n'est pas optimale. Donc il y a des publications pour des techniques, ça peut être la cytométrie en flux, d'autres tests plutôt faits maison dans certains centres pour augmenter la significativité de la recherche d'anticorps ou de compléments à la surface du globules rouge auquel on peut éventuellement se référer. Il peut y avoir aussi des patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique et qui ont été lourdement traités, donc le test a été négativé. Il peut y avoir des HLI ATDA négatifs chez les patients en oncologie traités par checkpoint inhibiteur. Et pour vous, les pédiatres dans la LPS, HLI ATDA négatif. Donc on avait fait il y a quelques années, on avait initié avec une ancienne chef de clinique une sorte de registre qui malheureusement n'a pas été finalisé pour des raisons de procrastination chronique. Et la chef de clinique est partie, bon, on peut pas, j'ai fait 40 000 relances, j'ai pas récupéré le tableau Excel, enfin bon, c'est la vraie vie. Néanmoins, on avait des données déjà partenaires et Thierry notamment avait contribué pour la partie pédiatrique. Bon, voilà ce qu'on avait mis comme critère. Hein. Fallait qu'il y avait une vraie anémie hémolytique, si possible régénérative, avec vraiment un TDA élargi en gel filtration négatif, comprenant les anti-GA, pas d'anomalie morphologique d'orientation sur le profil, pas d'effectivement de maladie. Pour les valides, pas de valve cardiaque, de bioprothèse. J'ai encore eu un cas récemment. Les cardiologues, ça va, la chute est minime, mais en fait, la chute est minime, mais la chute est minime, comme la prothèse le globule rouge se casse. Il n'y a pas forcément un tapis de schizocyte, donc il faut changer d'aval. Et puis, il fallait, les cas étaient dits hautement probables. Il y avait au moins un test sur la membrane type EAMA ou avec la cytométrie qui était normale et une recherche de clone HPL négatif. Et si on n'avait pas tout ça, mais qu'il y avait, je sais pas, un EBV, un lymphome ou un lupus, et ce qui est au-dessus négatif, on disait que c'était probable. Et on a un peu affiné ça dans le PMDS actualisé. Donc, bon, voilà, c'est des choses, c'est pas, on n'a pas prouvé que c'était ça l'algorithme, hein, mais ça nous paraît être le minimum en termes de checklist pour l'adulte. Après, plein de choses. Et puis maintenant, les motifs expliqués, on a même tendance à réaliser un panel NGS qui avant pouvait se faire à Mondor, Paris, c'était vers des en l'occurrence. Et à Bruxelles, exactement, ça a migré. Et dans les autres régions, je sais pas qui fait un panel analyse. D'accord, d'accord. Et on a eu des diagnostics intéressants, hein, des sphérocytoses à révélation tardive. On a eu des patients qui avaient une myélodysplasie, qui ont fait une mutation somatique sur un gène qui code pour une protéine de la membrane, qui a des pseudo-sphérocytoses actives. Enfin, on trouve des trucs assez étonnants. Mais voilà, avant de dire que c'est vraiment immunologique, on peut même aller jusqu'au NGS pour s'assurer qu'il n'y a pas de variant pathogène impliquant. Donc, en gros, à l'époque, ça, je vous parle de ça, c'était il y a 6 7 ans. Vous voyez, on n'a pas trouvé énormément de patients, hein. Pourtant, il y a eu des screenings larges en passant par les EFS, UPAS, etc., pas mal d'exclus. 16 patients, dont 15 hautement probables, euh, et avec des formes secondaires, hémopathie maligne, prémo-EBV, etc.
Bon, voilà, on peut pas en dire grand-chose. Il y avait quatre enfants à l'époque dans cette série. Euh, il y avait un Evans, vous voyez, des formes secondaires. Et en termes de caractéristiques biologiques, pas de scoop en termes de paramètres d'hémolyse. À noter qu'il y en avait un tiers qui avait des sphérocytes. Donc, quand il y a des sphérocytes trop protéiques et qu'il y a un test EMA et une avec cytométrie normale, nous, franchement, là, ça nous conforte pour dire que c'est probablement auto-immun. Parce que vous savez que c'est assez classique dans les HAI anticorps chauds. Et voilà, pour les traitements, ça c'est la littérature, ça c'est notre série. Il y avait quand même une proportion non négligeable de patients qui répondaient aux corticoïdes. Ça, je pense que dans deux futurs critères qui doivent voir le jour, il faudrait, je pense, à un moment inclure la réponse au moins partielle à un test corticoïde pour valider le diagnostic d'HAI plus négatif. On a des patients qui ont eu du Ritux, donc il y a des, moi j'en calque qu'il y ait deux, trois patients, hein, où authentiquement, mais on a c'est auto-immun, ils sont corticodépendants, on fait du Ritux, ça répond, puis refus, on a des suppresseurs, ils sont en rémission. Voilà, donc, j'ai pas trop d'atermoiement en me disant il y a un autre mécanisme, surtout que j'ai éliminé les autres causes acquises et constitutionnelles. Donc ces patients existent. Est-ce que c'est 5% du total? Est-ce que c'est plutôt 3? Bon, peu importe. Et en gros, voilà, il faut quand même avoir exclu d'autres causes par ailleurs. Donc, ça reste un diagnostic d'élimination. Ça ne doit pas être porté avec excès. Cette étude, malheureusement, n'a pas été finalisée. Donc, si quelqu'un voulait prendre ce sujet thématique parmi les pédiatres, ce serait avec plaisir de le partager. Est-ce qu'il faut faire un panel hémolyse systématique quand on n'a pas de cause à se mettre sous la dent? Est-ce qu'il faut faire appel à des tests plus sensibles que certains laboratoires peuvent faire? Et ou intégrer valeur du test au corticoïde, comme on fait apparaît régulièrement, mais de temps en temps, dans des thrombopénies non médicées, notamment de la femme enceinte, et on se dit, voilà, si les plaquettes sont pas, oui, c'est immunologique. J'ai pas la réponse à ça, mais j'aurais tendance à dire que oui, euh, si un patient n'est pas du tout corticosensible et qu'on pense à ce diagnostic, faut vraiment se poser et pousser dans les retranchements des diagnostics différentiels avant d'envisager la deuxième ligne. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre